Bonjour à tous et bienvenue dans Studio PS. On est super content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors une émission le 14 février, ça ne pouvait pas se faire sans une déclaration d'amour. Alors cette déclaration d'amour, elle n'est pas pour toi Julien, caméraman de l'émission, et elle est pour toi public, cette déclaration d'amour. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment plaisir. Alors au sommaire de l'émission, le sommaire est d'ailleurs bien chargé. On parlera éducation avec Caroline Désir, on évoquera de la fiscalité avec Ahmed Lawège. On vous a même prévu un petit zapping de nos réseaux sociaux. Mais pour l'instant, Julien m'emmène en vacances et j'avoue, je ne sais pas trop où on va. Tiens bien la barre et tiens bon le vent. Julien, tu m'as dit que tu m'emmenais à la mer, on se les pèle et il n'y a même pas une croquette de crevettes, non mais franchement. Voilà, aujourd'hui on est à Zeebruges, et pas pour manger des croquettes de crevettes. Avec Julien, le caméraman de l'émission, on avait rendez-vous avec Ludivine de Donder, la nouvelle ministre de la Défense. Aujourd'hui, elle visite la marine belge et je vous propose de la voir tout de suite. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici à Zeebruges pour visiter la composante marine et rencontrer une partie de son personnel. Alors la marine, c'est pas une grande composante, mais elle a trois capacités qui sont vraiment importantes et complémentaires. On a nos frégates, on a nos démineurs et alors on a aussi nos bateaux de patrouille qui permettent d'assurer la sécurité sur nos côtes. Ici aujourd'hui à la marine, c'est un aspect de l'armée. Ici aussi, comme dans les autres composantes, il y aura énormément de recrutement dans les années à venir. C'est une nécessité pour avoir une défense effective et je pense que c'est aussi une manière pour nous de participer à la relance économique puisque sous cette législature, nous pourrons engager 10 000 personnes militaires mais également des civils. Alors, au niveau de la crise Covid, l'armée joue un rôle aussi très important. J'ai voulu dès le début de mon mandat que la défense puisse participer activement dans le cadre de la lutte face à ce virus. Alors on a été présent dans différents hôpitaux et maisons de repos et à côté de cela, aujourd'hui, nous participons à la campagne de vaccination par du personnel de la défense au niveau des planificateurs, par des équipes mobiles qu'on mettra à disposition pour la vaccination dans les différentes communes, mais aussi par notre hôpital militaire. La composante maritime fête cette année ses 75 ans. Elle a plusieurs missions, par exemple l'élimination des mines, c'est d'ailleurs une spécialité nationale, la surveillance des côtes et il y a également les frégates. Alors les frégates, on ne pourra pas les voir aujourd'hui, elles sont en mission. Par contre, aujourd'hui, Ludivine de Donder, elle est en briefing et elle va visiter tout de suite ce bateau. Des moyens de communication militaires, ça c'est un astrid pour parler avec la police et la douane. Est-ce que pour toi, rencontrer les gens qui travaillent ici, c'est important? Ça fait partie de ma marque de fabrique. Depuis toujours, je suis quelqu'un qui aime être proche des gens. Et donc en tant que ministre aussi, ma volonté est de rester au plus près du personnel de la défense. J'espère que je pourrai vraiment rencontrer toutes les femmes et les hommes qui composent la défense et les rencontrer dans leur environnement de travail plutôt que par des briefings en visioconférence. Voilà, vous l'avez entendu, la ministre nous a présenté le rôle de l'armée. D'ailleurs, les manœuvres viennent de commencer, on va quitter le port. Et Ludivine, est-ce que tu es prêt pour partir en mer? Je suis toujours prête, moi. Un bon soldat. Tout est impressionnant, je pense. Voilà, vous le voyez, ça tangue un peu, l'accueil pour Ludivine est chaleureux. Toute l'équipe est en train de lui montrer comment ça se passe, la vie sur le bateau. On va essayer de voir si on peut aller voir le commandant. Bonjour. Nicolas Van Damme, comme JCVD. C'est un honneur d'accueillir la ministre à bord de mon navire. On peut mettre en avant nos capacités. C'est d'une part une capacité de frégate pour faire de l'escorte à l'étranger. C'est également une capacité de lutte anti-mine. En troisième volet, nous, la capacité de sécurité côtière, qui ensemble avec les autres partenaires va vraiment surveiller nos eaux territoriales et notre zone exclusive économique. Pim, pim, pim. Voilà, vous l'avez vu, on en sait un peu plus maintenant sur le rôle de la marine en Belgique. En tout cas, on a été super bien accueillis. Bon, c'était très sympa, mais maintenant, Julien, on va manger des crevettes.
Allô, Caroline? Oui, on est en chemin. On est là, dans 5 minutes. Julien? Bon, viens, il y a Caroline Désir qui nous attend. Alors dans l'interview d'aujourd'hui, on va évoquer l'hybridation qui a été mise en place depuis quelques mois et aussi la situation des étudiants qui vivent un moment assez particulier. Bonjour Caroline Désir. Bonjour Jean. Vous êtes ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles et on le sait, les étudiants vivent depuis de nombreux mois une scolarité qui est particulièrement perturbée. En octobre, on passe en code rouge et vous mettez en place l'hybridation avec les équipes éducatives des écoles. Qu'est-ce que c'est l'hybridation? Tu te souviens, au mois d'octobre, on était dans une situation sur le plan sanitaire qui était devenue très très difficile avec beaucoup de fermetures d'écoles, etc. Et donc on a cherché avec les experts sanitaires la meilleure manière à la fois de garantir le droit à l'éducation pour l'ensemble des élèves et en même temps de protéger évidemment la santé de chacun. Et donc on a décidé avec eux de réduire de moitié la présence simultanée des élèves à l'école à partir de la 3e secondaire et donc ils viennent en fait en présence à l'école en alternance à 50% du temps. Pouvoir maintenir un contact entre les élèves et les professeurs, c'était essentiel? Évidemment, c'était essentiel. On a vu lors du premier confinement à quel point ça avait été difficile d'assurer de la scolarité tout court. Et donc, pour nous, il était essentiel d'abord d'avoir un maximum de présence physique à l'école. Quand ça n'a plus été possible à cause de cette deuxième vague, on a gardé ce lien minimum avec l'école pour qu'on puisse tout le temps réalimenter la relation pédagogique entre les équipes éducatives et les élèves. Mon souhait, évidemment, comme ministre de l'Éducation, c'est de pouvoir faire revenir ces adolescents en présentiel à 100% du temps le plus vite possible. On va travailler avec les experts et les acteurs de l'enseignement pour préparer ça, parce que rien ne remplace un enseignant face à sa classe, ça c'est évident. On le comprend, ça pourrait être donc prolongé. Quelle réponse à court terme et à long terme on pourrait trouver aux problèmes posés par l'hybridation? Alors on a deux types de problèmes aujourd'hui qui sont tout à fait clairs. D'une part, il y a une part des élèves qui décrochent quand même. C'est pas tout à fait la même chose de suivre un cours derrière son ordinateur ou de devoir travailler en autonomie. C'est certainement difficile pour les 3e, 4e qui sont un peu moins autonomes. Et d'autre part, on voit quand même une détresse psychologique qui s'installe chez certains élèves, et notamment les psychologues des centres PMS nous alertent sur cette situation. Et donc, au gouvernement, la semaine dernière, je me suis battue pour dégager une nouvelle enveloppe de 19 millions d'euros dans le cadre du fonds d'urgence, à la fois pour financer des périodes complémentaires qui vont permettre de mettre en place des heures de remédiation dans les écoles et à la fois pour venir renforcer les équipes des CPMS qui sont vraiment surchargées. Ça, donc on ne le répétera jamais assez, les élèves peuvent aller s'adresser aux PMS, les élèves et les familles. Bien sûr, je pense qu'on doit être très très attentif au bien-être des jeunes. Un jeune qui ne va pas bien n'est pas en condition d'apprendre et donc on doit absolument veiller d'abord à leur bien-être et évidemment assurer une réponse aux difficultés pédagogiques dans un deuxième temps. Alors cette situation inédite, elle a révélé une nouvelle forme de harcèlement. Il y avait déjà celui dans la cour, on en a maintenant un nouveau sur les réseaux sociaux. En tant que ministre de l'Éducation, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Mais le harcèlement me préoccupe beaucoup, le cyberharcèlement aussi, qui est une forme de harcèlement finalement qui était déjà présente avant la crise. Maintenant, les jeunes passent beaucoup de temps derrière les écrans, peut-être que ça renforce encore le phénomène. De toute manière, on dit que c'est un phénomène qui touche un jeune sur 3 en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est énorme. Alors il y a déjà différentes choses qui existent en Fédération Wallonie-Bruxelles pour aider des équipes éducatives à réagir face à ça. Il y a par exemple un numéro d'appel qui est le 103 qu'un élève en difficulté face à des formes de harcèlement peut toujours contacter. Il y a aussi des appels à projets annuels sur la question du harcèlement, du cyberharcèlement. On veut vraiment avancer là-dessus en définissant un cadre qui puisse être généralisé à l'ensemble des écoles. En fait, vraiment une démarche de formation des professeurs, de mise en place de ce style d'espace de parole régulé, etc. Que toutes les écoles puissent s'engager vraiment dans cette démarche de manière volontariste. Je crois que c'est vraiment une urgence. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux élèves et aussi à toutes les personnes qui travaillent dans les écoles aujourd'hui pour demain ? Je crois que c'est une année très difficile pour tout le monde. Donc vraiment, je voudrais tirer un grand coup de chapeau aux équipes éducatives, aux directions, à tous les membres du personnel de l'enseignement. Il y en a beaucoup dans les écoles. Je pense aussi au personnel administratif, au personnel ouvrier, qui ont quand même fait tourner les écoles malgré les circonstances difficiles. Et pour les élèves, je voudrais leur dire, accrochez-vous. J'espère que bientôt, on va voir le bout du tunnel de cette mauvaise crise qui dure déjà depuis 1 an maintenant. Il y a des perspectives avec la vaccination, etc. On va pouvoir retrouver une vie normale le plus vite possible, je l'espère. Merci beaucoup, Caroline Désir. Merci à vous.
Bon, Julien, je viens de recevoir une notification par rapport à un article de presse qui parle de fiscalité, de taxation, de bouclier. Alors je sais pas si toi en fiscalité tu t'y connais, mais moi j'y comprends vraiment rien. Tu t'y connais ou pas? Ok, bon moi non plus, c'est vraiment pas ma spécialité. On va plutôt appeler Ahmed, je crois qu'il s'y connaît vachement mieux. Salut Ahmed, on a des questions au niveau fiscalité, t'as 5 minutes pour nous répondre? Bonjour Jean, bien sûr. Bon déjà Ahmed, est-ce que le socialisme et la fiscalité, ça peut avoir des liens? Mais Jean, le socialisme, c'est le combat pour l'égalité. Et l'égalité, ça passe par le fait d'assurer à chacun un niveau de vie qui soit digne, un cadre de vie agréable, qu'on garantisse à tout un chacun l'accès à l'enseignement, l'accès à la culture, l'accès aux soins de santé. C'est tout ça le combat pour l'égalité. Pour pouvoir garantir ça à l'ensemble de la population, il faut faire en sorte qu'on puisse trouver des moyens. Et ces moyens, c'est précisément en prélevant des contributions sur la richesse produite. Ce sont les impôts. Encore faut-il que ces prélèvements soient faits de manière équitable, qu'ils tiennent compte de la capacité contributive des personnes, c'est-à-dire de leur niveau de richesse ou de leur niveau de patrimoine. Donc le combat pour l'égalité passe par le combat pour un impôt juste. Bon tu vois Julien, c'est un peu le principe de la solidarité. C'est ça Ahmed? C'est tout à fait le principe de la solidarité, c'est-à-dire que ceux qui ont les épaules les plus larges contribuent plus. Ça veut dire aussi qu'à travers l'impôt, on assure une redistribution de la richesse en finançant l'ensemble des services publics, mais aussi et de plus en plus la sécurité sociale. Ahmed, je vois dans la presse qu'on parle de la création d'un bouclier fiscal. Ça vient d'où un bouclier fiscal et c'est quoi un bouclier fiscal? Alors le bouclier fiscal, c'est une vieille idée de la droite. Ça veut dire qu'à partir d'un certain niveau de prélèvement, on bloque toute forme de contribution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ça va permettre aux plus riches de s'enrichir davantage encore. Donc c'est le contraire de la justice fiscale. La justice fiscale, c'est faire en sorte que chacun contribue en fonction du niveau de ses revenus. Ça n'est certainement pas, à un certain moment, de faire en sorte que les plus riches ne contribuent plus. Ok, c'est plus clair. Mais du coup, une taxe sur les transactions financières, c'est quoi? Alors Jean, la taxe sur les transactions financières, c'est très simple. C'est un petit prélèvement de 0,15% sur l'ensemble des opérations financières à l'échelle européenne. Ça permet de freiner la spéculation, car il y a des opérations financières qui n'ont aucun lien avec l'économie réelle, qui ne produisent aucun bien, qui ne produisent aucun service, qui visent simplement à enrichir certains spéculateurs. D'un autre côté, ça va permettre aussi de dégager d'importantes recettes, on parle de plusieurs milliards d'euros, qui permettront de refinancer les services publics, de faire aussi de l'investissement public au niveau européen, ce qui sera bon évidemment pour l'économie, mais aussi pour notre tissu social. Mais du coup, ces taxes, c'est pas dangereux pour les entreprises? Alors pas du tout, parce que cette taxe sur les transactions financières ne toucherait pas les entreprises qui sont dans l'économie réelle, c'est-à-dire les entreprises qui produisent des biens, qui produisent des services. C'est une taxe qui clairement viserait les mouvements spéculatifs, les opérations spéculatives. Donc clairement, une entreprise qui fait une fois de temps en temps une opération financière pour ses besoins ne serait évidemment pas impactée lourdement par ce prélèvement qu'on appelle la taxe sur les transactions financières. Donc d'un côté, il y a les taxes sur les transactions financières et l'autre, le bouclier fiscal. J'ai l'impression que ces deux principes sont un peu opposés. Est-ce qu'ils peuvent cohabiter? Ah mais c'est toute la différence entre la gauche et la droite. La droite essaye effectivement, depuis toujours, de protéger certains privilèges, de faire en sorte qu'on répartisse le moins possible la richesse qui est produite et donc d'éviter de résorber les inégalités. C'est tout le contraire du projet socialiste. Le projet socialiste vise au contraire à promouvoir l'égalité, à réduire les écarts de revenus, à faire de la redistribution des richesses au profit de l'ensemble de la population. C'est toute la différence entre la gauche et la droite. Alors on le sait, il y a plein d'entreprises qui font d'énormes bénéfices et qui ne payent pas d'impôts. On est d'accord, c'est pas normal ça? Alors il y a des grandes entreprises multinationales qui profitent du fait qu'il n'y a pas de fiscalité européenne sur les multinationales et qui donc profitent d'un certain nombre de failles qui existent entre les États pour faire en sorte de payer le moins d'impôts possible. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons mis dans l'accord de gouvernement la nécessité d'avoir une fiscalité européenne sur les multinationales et en attendant de défendre les intérêts financiers de la Belgique pour contrer toutes ces opérations qui sont des montages fiscaux qui peut-être ne sont pas illégaux mais qui en tout cas sur le plan de l'éthique sont tout à fait inacceptables. Ouais, comme Amazon, Facebook et toutes ces grosses entreprises. Google, Amazon, Facebook, Alibaba, qui en effet produisent de la richesse en Belgique, mais ils payent très peu d'impôts. Et là aussi, nous souhaitons, nous, Parti socialiste, avoir un prélèvement sur les bénéfices de ces entreprises, idéalement au niveau européen, mais si on n'y parvient pas, alors il faudra le faire au niveau national. Tout ça est noir sur blanc dans l'accord de gouvernement.
Bon, c'est plus clair, mais du coup pour toi, ce serait quoi la fiscalité idéale? Le premier constat à faire, c'est que 80% des impôts en Belgique sont prélevés sur les revenus du travail ou sur la consommation des ménages. Ça veut clairement dire qu'il y a un déséquilibre dans notre fiscalité. Ce que nous pensons, nous, c'est qu'il faut faire des réformes fiscales qui ciblent avantageusement les bas et moyens revenus. Alors pour financer tout ça, ce que le Parti socialiste propose, c'est de compenser par des prélèvements sur les revenus du capital et sur la spéculation. Merci Ahmed. Bon voilà, Julien, je pense que tu es d'accord avec moi. Maintenant, niveau fiscalité, on s'y connaît un peu plus. Bon bah, je crois que pour boire quelque chose aujourd'hui, ça va être compliqué. Par contre, en parlant de boire quelque chose, vous savez qu'à Charleroi, ils ont distribué 20 000 gourdes à tous les élèves de la ville. Je vous laisse découvrir le sujet. L'écosocialisme fait partie de mes priorités. C'est pourquoi j'ai souhaité pouvoir rendre les élèves des écoles de Charleroi de véritables acteurs concrets par rapport au zéro déchet. Nous avons distribué 20 000 gourdes à l'ensemble des élèves de Charleroi, ce qui leur permet d'être sensibilisés au zéro déchet, mais également à l'utilisation de l'eau du robinet. L'eau du robinet est excellente, c'est un des produits alimentaires les plus contrôlés et son utilisation permet de faire d'importantes économies au niveau des familles. On l'estime à près de 200 € par personne par an. L'écosocialisme, c'est mon job, puisque j'ai le zéro déchet dans mes compétences. Et cette action, c'est 60 tonnes de production de déchets en moins. C'est une action concrète, puisque ces gourdes vont pouvoir accompagner tous nos jeunes enfants pendant tout leur cursus scolaire, et voire plus, puisqu'elles sont adaptées pour. Pas de plastique, c'est essentiel pour notre avenir. On souhaitait vraiment mobiliser les plus jeunes d'entre nous, ces adultes de demain, pour leur inculquer dès aujourd'hui des bons réflexes autour du zéro déchet, en espérant qu'ils les reproduiront toute leur vie. On souhaite avec eux construire une société plus juste, plus solidaire et plus durable. Julien, tu te souviens qu'on a un nouveau gouvernement? Eh bien si, d'ailleurs notre nouveau secrétaire d'État et nos nouveaux ministres ont commencé à travailler il y a maintenant plus de 100 jours et ils ont fait une petite vidéo, un petit peu bilan de leur travail. Je vous laisse découvrir. 100 jours au gouvernement, ce sont 100 jours de travail, 100 jours d'avancées concrètes pour nos concitoyens. Ces 100 premiers jours, ils ont été intensifs, marqués par la crise du coronavirus. 100 jours d'action. On a encore près de 1000 jours qui nous attendent de travail derrière. Mais le combat ne s'arrête pas là. Les enjeux sont devant nous. Nous avons pris des mesures pour ne laisser personne sur le bord de la route. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on prolonge l'aide de 50 € pour les personnes qui ont les allocations les plus faibles, notamment les revenus d'intégration sociale. Sur ces 100 premiers jours, on a pu libérer près de 2,5 millions d'euros qu'on mettra à disposition des musées pour leur permettre de traverser la crise. On a aussi travaillé pendant ces 100 premiers jours sur la mise en place de protocoles qui permettent à l'ensemble des citoyens de revisiter les musées dans des conditions sanitaires optimales. En 100 jours au gouvernement fédéral, avec les socialistes et grâce aux socialistes, nous avons garanti le refinancement des soins de santé. Eh bien, sur ces 100 jours, on a directement été dans l'action à la défense parce que j'ai voulu que nos militaires soient présents aux côtés du personnel soignant pour les épauler dans cette lutte face à ce virus. C'est ainsi que 1850 militaires ont été mobilisés pour apporter leur aide dans les hôpitaux, dans les centres de soins et que nous poursuivons cette action d'aide à la nation dans le cadre de la campagne de vaccination. Je pense aussi au soutien psychologique. Beaucoup de personnes sont en détresse et nous devons les soutenir. Mais aussi aux aides complémentaires. Nous avons donné des moyens au CPS pour soutenir directement les personnes qui sont en difficulté. En difficulté parce qu'ils ne peuvent plus payer leur facture d'électricité, leur facture de gaz ou encore leur loyer. Eh bien, vous pouvez aller demander de l'aide dans votre CPS. Bon alors, durant ces 100 premiers jours du gouvernement, on a mis en place les bases d'un ambitieux plan de relance pour plus de 5,9 milliards d'euros qui vont permettre d'accélérer la transition sociale et la transition environnementale de ce pays dans la période qui suit la crise du coronavirus. En 100 jours, avec les socialistes, nous avons augmenté le congé de paternité de 10 à 15 jours à partir du 1er janvier 2021 et de 15 à 20 jours à partir du 1er janvier 2023. C'est une question d'égalité au sein de la famille, au sein du couple. Nous avons aussi travaillé sur des mesures à long terme, sur des mesures structurelles. Au 1er janvier, toutes les pensions minimum
ont augmenté et elles augmenteront de 22% d'ici 2024. La même chose pour les allocations les plus basses, qu'il s'agit du revenu d'intégration, des allocations de remplacement pour les personnes handicapées ou encore pour la GRAPA. Ensuite, en matière de la recherche scientifique, qui est aussi centrale dans ma tâche de secrétaire d'État, on a contribué à refinancer pour plus de 11,5 millions d'euros la recherche scientifique, que ce soit sur des matières aussi fondamentales que la santé ou l'environnement. C'est un enjeu essentiel de notre société et c'est un enjeu sur lequel l'ensemble de mon cabinet, on se bat au quotidien. On s'est battu durant ces 100 premiers jours et on se battra durant l'ensemble de la législature. En 100 jours, nous avons mis en place le congé parental Corona pour permettre aux parents d'enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, à la crèche ou en institution de pouvoir garder leurs enfants en percevant une indemnité versée par l'ONEM. En 100 jours, ça n'a été que de l'action, parce que ce que nous avons besoin, c'est une défense efficace. Une armée qui va anticiper les menaces, qui va venir assurer la sécurité des citoyens et leur venir en aide en cas de crise. C'est le job de l'armée et c'est ce que je veux absolument continuer à faire. Et c'est pour cela que nous avons lancé une vaste campagne de recrutement. 10 000 militaires ainsi que des civils seront recrutés sous cette législature. Il y a énormément de métiers différents à la défense et je suis persuadée qu'il y a des perspectives d'avenir pour chacun d'entre nous. La défense sera ce moteur de relance économique et de pouvoir d'achat pour les citoyens. Elle aura aussi un rôle d'éducation et d'ascenseur social. Avec le retour des socialistes au gouvernement fédéral, c'est la garantie d'un monde plus juste, plus solidaire et plus durable. Donc là, j'ai planté du thym, ici un peu de basilic. Non, on rigole, mais il fait moins de 3000 en fait aujourd'hui. Et on se pèle le Est-ce que vous savez ce que c'est la précarité menstruelle? Eh bien, en Parti socialiste, ça fait partie de nos combats et justement, on va vous montrer ce qu'on a mis en place pour remédier à cela. Les freins à la gratuité des protections hygiéniques, pour moi, c'est très clair. C'est le manque d'information et le manque d'éducation aux menstruations. Les règles interviennent 500 fois dans la vie d'une femme qui débourse entre 1 500 et 2 000 euros en protection hygiénique. Les règles, c'est naturel. Leur coût, ça ne l'est pas. Gêne, inconfort, impossibilité de se rendre au travail ou à l'école, certaines filles et femmes n'ont pas les moyens d'acheter protection, tampons ou cups. Au Parti socialiste, nous considérons ces produits comme des produits de première nécessité qui doivent être entièrement gratuits. J'ai décidé de travailler avec des associations de terrain et les soutenir pour lutter contre cette injustice qui touche de trop nombreuses femmes. L'objectif de ce subside est de travailler non seulement dans la distribution de protection hygiénique, mais aussi parler de sensibilisation, de prévention, mais aussi d'évaluer l'ensemble des besoins pour aller vers des politiques structurelles qui mettraient fin à cette précarité menstruelle. En tant que jeune femme, je sais à quel point les protections menstruelles peuvent peser dans le budget d'une jeune étudiante, par exemple. C'est pourquoi j'ai demandé à Rudy Verroer de mettre en place des protections hygiéniques gratuites et automatiques dans les écoles de la COCOF. Ça permettra également de lutter contre le tabou des règles en les exposant dans l'espace public de nos écoles. Lutter contre la précarité menstruelle, c'est important pour moi en tant que jeune militante socialiste parce qu'on souhaite une société plus égalitaire. Chaque femme devrait avoir accès de la même manière à ce produit de première nécessité parce que les règles, qui sont un phénomène naturel, ne devraient pas représenter un frein dans le développement de la femme, dans son développement social, que ce soit au travail ou dans sa vie privée. La gratuité de ces protections hygiéniques, c'est un meilleur accès à la santé, une amélioration du pouvoir d'achat, un combat contre la précarité et les inégalités et une belle avancée pour le droit des femmes.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce Studio PS. Bonne nouvelle, ni Julien ni moi ne sommes morts de froid. En tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. Vous pouvez toujours les consulter sur nos réseaux sociaux. À la prochaine, bye.